Entre l'histoire d'une adolescente qui tombe enceinte et qui cache sa grossesse et qui enterre son bébé naissant dans le fond de sa cour, deux enfants qui kidnappent un bambin de 2 ans et qui l'assassinent, ou encore une ado et son chum qui vont assassiner les parents de celle-ci pour pouvoir vivre leur amour au grand air. Sur cette chaîne, on en a vu en masse des histoires d'enfants et d'adolescents qui en assassinent d'autres. Ils ont tous des motifs, la jalousie, la colère, la rancune ou encore pour la liberté. Mais ici, dans cette affaire, les motifs étaient tout autres. Cette affaire qui a fait manchette en 2022 aux États-Unis a démontré beaucoup de curiosité par les médias, mais également par les réseaux sociaux. Autant envers le côté psychologique de l'affaire que des motifs très morbides qui l'entourent. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, dodo sur les genoux pour ne pas mettre la vidéo sur pause. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. On se retrouve donc aujourd'hui à Chippewa Falls, au Wisconsin, aux États-Unis. Nous sommes le 24 avril 2022 lorsque Lily Peters, qui est âgée de 10 ans, quitte le domicile de sa tante Lorraine Davis pour retourner chez elle qui se situe à quelques pâtés de maison seulement. On est vers l'heure du souper et Lorraine Davis dit au revoir à sa nièce. Celle-ci enfourche son vélo et disparaît. Quelques heures plus tard, Alex Peters commence à s'inquiéter. Lily était supposée arriver bientôt à la maison pour souper. Elle n'est toujours pas là. On décide de contacter Lorraine Davis qui va leur dire que non, Lily a bel et bien quitté le domicile de sa tante autour de l'heure du souper. Alex va commencer à s'inquiéter. Évidemment, il va faire le tour des amis de sa fille, le tour dans les rues, mais ne la trouvera pas. À 21h, les parents de Lily Peters vont contacter le service de police de Chippewa Falls pour signaler la disparition de leur fille. On sait qu'à ce moment-là, l'alerte Amber n'est pas émise, tout simplement parce que la disparition de Lily Peters ne coche pas toutes les cases d'un enlèvement, donc d'une alerte Amber. En effet, à ce stade, on n'a aucun témoin, aucun agresseur, aucun suspect, ni même aucun véhicule qui aurait été dénoté enlevant ou kidnappant Lily Peters. Par contre, malgré tout, les policiers vont commencer des recherches immédiatement. Il y a des drones qui vont faire partie des recherches, des bénévoles, mais également les citoyens de Chippewa Falls qui vont fouiller la ville au grand complet pendant toute la nuit. Au milieu de la nuit, le vélo de Lily Peters va être retrouvé enfoui dans des feuilles dans la forêt qui longe le côté de la maison de Lorraine Davis. Les recherches vont continuer. Ils vont continuer jusqu'à 9h15 le lendemain matin, soit le lundi 25 avril 2022. À 9h15, il y a des bénévoles qui vont retrouver le corps de Lily Peters, âgée de 10 ans, qui se situe le long d'un sentier pédestre à côté d'une brasserie dans la même forêt où son vélo a été retrouvé, mais un peu plus loin. Lorsqu'on commence une enquête de ce genre, et surtout quand c'est des enfants, on va tout d'abord commencer à interroger les proches de cet enfant. Alors, qui étaient les proches? Jennifer Ayler, Alex Peters, Lorraine Davis et le fils de Lorraine Davis, donc le cousin de Lily Peters. Jennifer et Alex ont un alibi, les voisins les ont vus chez eux, ils n'ont pas quitté leur domicile de la soirée du 24 avril. Ils vont immédiatement être détendus de l'affaire. Ensuite, on a Lorraine Davis qui va être interrogée également, mais elle aussi, elle peut être détendue, elle n'a pas quitté son domicile de la soirée. Ensuite, il y a le cousin de Lily Peters, donc on va l'appeler CPB tout au long de la vidéo. Il a été interrogé lui aussi par les enquêteurs et ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps avant que CPB, qui est âgé de 14 ans et qui est le cousin de Lily Peters, avoue son meurtre.
Ce qui suit est basé sur la déposition pénale du coupable lors de son arrestation le 26 avril 2022. Cette soirée-là, Lily Peters va quitter le domicile de sa tante Lorraine Davis autour de l'heure du souper. Elle enfourche donc son vélo et par la même occasion, CPB décide d'aller la reconduire chez elle. En chemin, il va la convaincre de quitter les petites rues pour prendre un sentier pédestre de la forêt qui longe le domicile de Lorraine Davis, donc son domicile à lui. Lily va être convaincue et elle va emprunter le sentier pédestre en toute sécurité et en toute confiance. C'est son cousin, il n'a que 4 ans de plus qu'elle, qu'est-ce qu'elle a à craindre? Et là, en longeant le sentier pédestre, sans qu'elle s'en rende compte, CPB va réussir à la faire dévier de son trajet et tous les deux vont se ramasser, vont se retrouver dans la forêt. Dans la forêt, CPB va faire tomber Lily de son vélo et il va trouver une énorme branche où il va se mettre à la frapper sans arrêt, à la tête, au dos, aux côtes et au ventre. Lily est toujours consciente et donc CPB va décider de l'étrangler jusqu'à la mort. Après la mort, CPB va l'agresser sexuellement. Après ces actes, il va se mettre à paniquer. Il vient de réaliser l'ampleur de ce qu'il vient de faire et donc il retourne illico presto chez lui. Il va aller dans la douche, il va laver ses vêtements et par la suite il réfléchit. Il se dit que où le corps où Lily est, elle va se faire découvrir dans pas longtemps et donc il décide de retourner sur les lieux du crime pour emmener le corps de Lily un peu plus loin dans la forêt et la cacher sous un tas de branches. Il retourne donc chez lui. Après ses aveux au poste de police, on sait que le juge va ordonner que CPB reste en détention une caution de 1 million de dollars en attendant son procès. Pourquoi 1 million de dollars à un enfant de 14 ans? Tout simplement à cause de la gravité du crime qu'il a fait. Et en plus, lors de son interrogatoire, il a avoué que depuis le début, c'était son plan, c'était ses intentions de dévier Lily du sentier, de l'assassiner et de l'agresser sexuellement. Contre-attaque, la défense va ordonner à la cour de ne jamais mentionner le nom de leur client puisqu'il est mineur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle CPB. Lors de la première audience, on sait que le juge et même les procureurs ont déclaré que le suspect avait admis son intention de tuer et de violer la victime dès le départ. Il va donc être accusé de 3 chefs d'accusation, notamment pour homicide intentionnel au premier degré, agression sexuelle au premier degré, agression sexuelle au premier degré sur un enfant de moins de 13 ans ayant entraîné des lésions corporelles graves, voire la mort. Lors de cette première audience, le médecin légiste va donc avoir terminé son examen sur le corps de Lily Peters et il va l'emmener en cours. Et dans cet examen-là, il va avoir mentionné que Lily Peters avait des traumatismes contondants à la tête à 3 endroits différents. Elle avait été agressée sexuellement post-mortem. Elle est morte de strangulation et ses parties génitales avaient été fendues. Donc on voit à quel point le crime était non seulement prémédité, très grave, mais également très violent. Lily Peters a souffert. Et là, CPB, même s'il a 14 ans, il est accusé au premier degré de tous les chefs d'accusation. Dans la loi du Wisconsin, seuls les adultes peuvent être accusés au premier degré, ce qui fait que CPB, s'il est accusé au premier degré, il doit être jugé comme un adulte. Et là, on sait que la défense et l'accusation vont vraiment se battre parce que tous deux ont des points de vue très différents. L'accusation va donc demander à ce que CPB soit jugé comme un adulte puisque il est accusé comme un adulte, soit au premier degré, donc avec intention, préméditation. Tandis que la défense, elle, va mentionner que le passé et l'enfance de CPB ainsi que son état mental lors du meurtre ne peut en aucun cas être jugé comme un adulte, puisque s'il est jugé comme un adulte, il va donc devoir aller en prison, donc dans une prison pour adultes, et alors il n'aura aucun soin en conséquence de ses troubles de santé mentale. Mais CPB, quel trouble de santé mentale a-t-il?
Et quel est son passé? Est-ce que son passé peut vraiment expliquer ses gestes? Et est-ce que CBB a vraiment des circonstances atténuantes? On sait que Adam Berger ainsi que Lorraine Davis sont les parents de CPB. CPB se nomme Carson Peters Berger. Aujourd'hui, en 2025, on connaît son nom, mais au moment des faits, en 2022, c'était donc caché. Adam et Lorraine vont se séparer lorsque Carson a seulement 2 ans, donc il n'est pas vraiment au courant, il n'en garde pas vraiment de souvenirs. On sait que les parents vont obtenir une garde alternée, ce qui veut dire une semaine chez Adam, une semaine chez Lorraine. Lorsque Carson est chez sa mère, il est toujours confronté à de la drogue et de l'alcool. Et c'est même sa mère qui va lui faire essayer la drogue pour la première fois. Lorsque Carson est chez son père Adam, il est exposé à de la pornographie juvénile, à des armes, à de la drogue et à de l'alcool. Donc, on peut voir ici que tout au long de l'enfance de Carson, il a non seulement été exposé à de l'alcool, de la drogue, mais en plus de ça, à de la pornographie juvénile. Donc, dans la tête d'un enfant, lorsqu'il est exposé à quelque chose, pour lui, ça devient presque normal. Dans notre tête, nous, on sait que ce n'est pas normal et on se demande à quel point on peut trouver ça normal. Sauf que le cerveau de l'enfant est en pleine maturité, est en train de se développer. Et par contre, là où ça devient un peu douteux, c'est que il est retourné sur les lieux du crime pour cacher le corps de Lily. Ce qui veut dire qu'il était pleinement conscient que son geste n'était pas légal, n'était pas correct. Alors ici, on peut pas expliquer les circonstances atténuantes qui datent de son passé. Parce que si vraiment une personne est persuadée que ce qu'il fait est correct, il ne s'en cachera pas. Ici, Carson s'en est caché parce que non seulement il a emmené Lily dans la forêt, il l'a fait dévier du sentier, il l'a assassiné, ensuite il est retourné chez lui se changer, aller dans la douche et laver ses vêtements. Donc déjà, c'est parce qu'il veut cacher des preuves. Il veut cacher des preuves de quelque chose qui se serait produit. En secondo, il est retourné sur les lieux, comme je l'ai mentionné, pour cacher le corps de Lily plus profondément dans la forêt et en plus mettre des branches et des feuilles sur elle. On sait qu'il va y avoir 2 psychiatres qui vont analyser Carson, dont le docteur Caldwell et le docteur Benson. Ils vont donc examiner Carson et ils vont détecter les troubles suivants. On sait qu'il a le trouble du spectre autistique, des troubles anxieux, un trouble dépressif persistant et chronique, une forte addiction à la pornographie qui serait exacerbée par son trouble du spectre autistique. Donc moi, lorsque j'ai lu les diagnostics que Carson avait eus et que j'ai lu en fait la déposition qu'il a fait le 26 avril lorsqu'il était au poste de police, j'ai l'impression qu'à un moment, il est tellement accro à la pornographie juvénile, il en a tellement envie, et là, il avait l'occasion de le faire, et donc, il n'a pas pu se retenir, et il le fait. C'est justement ça qui fait que ces individus-là sont extrêmement dangereux lorsqu'ils sont en liberté. Et c'est pour ça qu'il y a une caution de 1 million de dollars qui a été mis sur cette affaire-là pour être certain que Carson Peters Berger ne sorte pas de prison en attendant son procès. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2025, le procès n'a toujours pas eu lieu. Le procès va avoir lieu vers la fin 2025 ou début 2026. Et là, évidemment, il va y avoir 2 camps qui vont s'affronter. On a l'accusation et la défense. Donc, l'accusation veut que Carson soit accusé comme un adulte au vu de la gravité du crime qu'il a fait. Non seulement il a frappé la victime, il l'a étranglée et en plus, il l'a agressé sexuellement post-mortem et qu'il a avoué que c'était prémédité, que c'était ça depuis le début qu'il voulait. Et on a la défense qui veut que Carson soit jugé comme un mineur, puisque premièrement, c'est un mineur. Deuxièmement, il a les circonstances atténuantes, donc ses troubles de santé mentale et son spectre autistique.
en plus de son enfance, donc avec l'alcool, la drogue, mais également la pornographie juvénile. Et en plus de ça, si Carson est accusé comme un adulte et jugé comme un adulte, il sera envoyé en détention adulte et donc il n'aura pas les thérapies dont il a besoin, ni même les soins qu'il a besoin. Bon, donc, en premier lieu, il va avoir besoin de soins pour son autisme. Ensuite, il va avoir besoin de traitements pour son addiction à la pornographie juvénile. En plus de ça, il souffre de troubles anxieux et de dépression chronique et persistante. Donc, il va avoir besoin d'un cocktail de traitements, de médicaments, de suivi également. Et on n'est pas sûr que dans une prison pour adultes, il va avoir tous ces soins-là. Donc, écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez dans ce genre d'affaires-là. Est-ce que Carson, 14 ans, mériterait d'être jugé comme un adulte et d'en subir les conséquences, ou encore d'être jugé comme un mineur et d'avoir le droit à une seconde chance et le droit aussi à une thérapie? Pour ma part, je ne pense pas que le trouble du spectre autistique est une circonstance atténuante dans le crime qui le fait. Je ne pense pas que la dépression ou encore les troubles anxieux mènent au meurtre. En revanche, son addiction à la pornographie juvénile peut mener à la criminalité et d'ailleurs, c'est déjà un crime. Si Carson n'avait pas été exposé à la pornographie juvénile, aurait-il eu des idées malsaines, tordues et morbides sur sa cousine? Je ne pense pas. Donc, évidemment que on a cette circonstance-là, l'addiction à la pornographie juvénile et surtout le fait qu'il a été exposé toute son enfance par son père à ça. D'ailleurs, une information que je n'ai pas mentionnée pendant la vidéo, qui je pense est très importante, on sait que Adam Berger, donc le père de Carson, a été inculpé pour possession de pornographie juvénile et possession de drogue. Et il a été envoyé en prison pour 3 ans. Pendant ces 3 années-là, on sait que Adam et Carson sont restés en contact. Ils s'appelaient 3 fois par semaine. Ils s'envoyaient des lettres en plus de ça. Et après les 3 ans, lorsque Adam est sorti de prison, il a repris contact avec son fils. Et maintenant, on sait que avant 2022, il demandait la garde de son fils. Donc, lorsque Adam et Carson s'appelaient au téléphone, s'envoyaient des lettres, de quoi parlaient-ils? Est-ce que ce qu'ils parlaient, c'était sain? Est-ce que Adam aurait pu voir que Carson avait de l'addiction avec la pornographie juvénile? Est-ce qu'on aurait pu détecter quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu leur conversation. J'étais pas là. Mais je pense que si Carson n'avait pas été en contact avec la pornographie, eh bien, je pense pas qu'il y aurait eu des idées de ce genre sur sa cousine. Par contre, bien que nous ayons ici des circonstances atténuantes, si on peut dire ça comme ça, avec cette addiction-là à la pornographie, qui a mené à l'agression sexuelle, donc lui, son motif, c'était agresser sexuellement sa cousine, vivante ou morte, mais de préférence morte puisqu'elle ne bouge pas. Et donc, pour qu'elle ne bouge pas, ben, il faut qu'il l'assassine. Et donc, pour arriver à son but ultime, ben, il devait passer par des étapes. Et donc, j'en viens à la conclusion que je ne pense pas que tous ces diagnostics soient des circonstances atténuantes. Ça peut-être que l'addiction à la pornographie peut expliquer le fait qu'il ait eu des idées de sexualité sur un enfant mineur, mais ça ne peut pas expliquer le crime, ni même l'agression sexuelle. Parce que c'était prémédité et il l'a même avoué. Donc, autrement qu'on avoue que c'était prémédité et qu'on avait déjà un plan en tête, eh ben pour moi, c'est fini. C'est terminé. Ce que je pense de cette affaire-là, c'est que Carson devrait peut-être être jugé comme un mineur, tout simplement pour avoir les traitements dont il a besoin, visiblement, et les soins, les suivis et les thérapies dont il a besoin. Peut-être avec un minimum de sûreté de 10 ans, 15 ans, bon, ce sera à la justice de voir, mais je pense pas que si on le juge et on l'accuse et on le juge comme un adulte, je pense pas que ça va l'aider. Et bien que Lily Peters soit décédée, elle, on sait, elle n'a pas le droit à une deuxième chance. Elle n'aura jamais droit à une deuxième chance. Une deuxième chose dont je voulais parler dans cette affaire-là, c'est les alertes Amber.
Les alertes Amber dont il faut cocher des cases pour pouvoir les émettre. À quel moment, à quelle heure et combien de temps un enfant doit-il être disparu pour avoir droit à une alerte Amber? Ici, on parle d'un enfant de 10 ans. 10 ans, disparaître, c'est pas normal. Ici, on a vu que l'alerte Amber n'a pas été émise, tout simplement parce que les polices veulent s'éviter un lot de conflits. Bon, si on émet un alerte Amber et qu'il n'y a pas de case à cocher, eh bien, tous les parents vont le faire. Vous voyez le genre, il va y avoir des alertes Amber 42 000 fois par jour. Ça serait vraiment impensable. Il n'y a pas autant de policiers qui peuvent chercher autant d'enfants si, mettons, tous les parents le feraient. Par contre, moi, ce qui vient me chicoter, c'est 10 ans, c'est extrêmement jeune. Et quand ça fait 4 ou 5 heures que tu n'as pas vu ton enfant, l'alerte Amber devrait être émise. Imaginons quelque chose de bien simple. On a ici Sophie qui est au parc avec ses amis. Ses parents ne sont pas là, ne sont pas présents. Ils sont à la maison. Sophie, elle joue avec ses amis au parc et ses amis décident de s'en aller, ils doivent aller dîner ou aller souper, peu importe. Chaque enfant part de son côté. Sophie, elle part de son côté et elle s'en vient chez elle. En s'en venant chez elle à vélo, il y a une voiture qui lui rentre dedans. Elle a un accident d'auto et donc le conducteur va décider d'appeler l'ambulance. L'ambulance va arriver et Sophie, elle est inconsciente. Donc, on ne sait pas qui sont les parents de Sophie, on n'a aucune information. On va prendre la petite fille, on va quand même l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins ont absolument aucune information sur Sophie, elle est toujours inconsciente. Voyez-vous, elle va se faire soigner. Pendant ce temps-là, on a les parents de Sophie à la maison qui commencent à s'inquiéter. Et ils sont allés au poste de police. Par contre, on peut pas émettre l'alerte Amber puisque personne l'a vu se faire kidnapper, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de véhicule non plus. Et là, on va attendre, et là, on attend toute la nuit. À quel moment, dans les circonstances qui vont arriver, Sophie va être déclarée étant Sophie à l'hôpital en soins intensifs? Si on ne peut pas déclarer l'alerte Amber, voyez-vous le genre? Évidemment, c'est un scénario un scénario qui n'arrive pas tous les jours, mais ça pourrait éviter ce genre de conflit-là. En plus, l'alerte Amber peut être vraiment très intéressante dans certains cas d'enlèvement parental. Combien de parents vont quitter le pays après avoir enlevé un ou leurs enfants? C'est déjà arrivé, on l'a déjà vu et ça va encore arriver. Donc, en émettant l'alerte Amber et en donnant peut-être un petit peu plus de cases à cocher, donc en généralisant un petit peu, en étant logique aussi également dans l'émission de cette alerte Amber-là, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup d'enlèvements, beaucoup de séquestrations, beaucoup de meurtres, beaucoup de ventes d'enfants, ventes d'humains également. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour du sujet. Parlons un peu maintenant de la victime. On n'a pas énormément d'informations, mais on sait qu'elle était très appréciée dans son école, dans sa famille. On sait qu'il y a eu un mémorial pour elle à l'école. On a mentionné son nom tout au long de la journée du 26 ou 27, je crois que c'était le 27 avril. Elle était très aimée, c'était une petite fille très intelligente, drôle, très sérieuse aussi, elle aimait la vie, elle aimait les animaux, elle aimait la nature, elle aimait sa famille, elle aimait regarder des films, elle aimait faire du vélo, faire des randonnées. Bref, c'était une petite fille pleine de vie. Et un beau jour comme ça, son propre cousin, de 14 ans seulement, a écrit le plan dans sa tête. Il a imaginé des milliers de fois ce scénario et a décidé de lui enlever toute la vie qu'elle avait dans les yeux. Alors sur ce, je vous laisse dans votre semaine, dans votre week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!